Bienvenue sur Estimez-vous, le podcast pour ceux qui cherchent à accompagner en conscience la génération de demain, mais qui trop souvent oublient qu'ils sont la génération d'aujourd'hui. Estimez-vous, c'est une discussion authentique et bienveillante qui cherche à nous relier à l'enfant qui vit à l'intérieur de nous. Parce qu'il est toujours temps de venir planter des graines d'amour de soi. Moi, c'est Christelle. Et si je devais me présenter à vous en quelques mots, je vous dirais que je suis une personne passionnée, qui s'est donnée pour mission de permettre à ceux qui l'entourent de vivre en harmonie et en accord avec leurs valeurs. Maman de 2 petites têtes blondes, professionnelle de l'hypnose et de la nutrition, au quotidien, j'accompagne des personnes qui ont choisi d'aller mieux. Et à travers ce podcast, j'avais à cœur de rassembler le village, dont nous aurions bien besoin pour venir à bout de cette mission. Alors sur ces mots, je vous souhaite une belle écoute, mes estimés. Salut Cédric, merci d'avoir accepté de venir discuter avec moi sur ce podcast. Salut Christelle, merci de m'avoir invité. Je suis très très content d'être là. Pour commencer, je vais te demander peut-être de te présenter, nous dire qui tu es, ce qui t'anime dans la vie et les personnes qui la partagent. Ok, ça va en faire t'as du temps devant toi. J'ai du temps, on est là pour t'écouter. Je vais essayer de synthétiser. Je m'appelle Cédric Rostin, j'ai 38 ans. Je suis podcasteur dans le podcast Papatriarcat. Je suis thérapeute de l'enfant intérieur et aussi donc praticien PNL dans l'approche. Je suis aussi auteur maintenant. Je suis surtout le papa d'une petite fille qui s'appelle Sarah, qui a 3 ans et demi, que j'ai eu avec ma compagne qui s'appelle Noëlla. Ce qui m'anime dans la vie, franchement, c'est les gens. Depuis tout petit, si tu veux, j'adore les gens. J'adore discuter avec les gens, j'adore découvrir les gens, j'adore explorer. Ce qui est bizarre hein, pour un enfant. Oui, c'est vrai que c'est étonnant. Quel enfant aime faire ça? Et ça, c'est quelque chose, tu vois, ça, je crois que c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de mon enfance et de l'enfant qui est en moi, c'est cette passion de l'exploration et d'explorer les gens, quoi. Ok, c'est chouette. Et puis ça fait le lien en fait avec finalement tes casquettes, ton côté Exactement. multi-casquette professionnelle en tout cas. Ok. Et si je te demandais quel type de papa est-ce que tu es, qu'est-ce que tu me répondrais? Que je suis un papa en mouvement, en évolution. J'aime à penser, sans fausse modestie, que je suis conscient des enjeux de mon époque et du rôle du père. Je suis aussi un père qui est conscient de ses limites, qui est conscient des efforts qu'il peut faire, qui est conscient qu'il n'a pas à être parfait, qui est conscient que... Voilà, juste... je suis quelqu'un qui évolue. Par contre, j'ai vraiment dans mon parcours de vie la chance d'évoluer en me connaissant très bien et sans faux semblant avec moi-même, sans croyance, sans fausse croyance sur moi-même. Et ça, c'est un vrai plus, quoi. D'où le travail que je fais en tant que thérapeute, parce que j'ai moi-même connu une thérapie il y a 8 ans maintenant, dis donc. Et je recommande, je l'ai déjà dit dans d'autres podcasts et je l'ai déjà dit plein de fois. Je recommande d'ailleurs à toute personne de faire une thérapie, notamment avant d'être parent, mais vous pouvez le faire après aussi, c'est pas trop tard. Euh, Ça va vous aider donc, sur bien des aspects de votre vie. Donc voilà. Et je suis très content, en tout cas, moi, de l'avoir fait avant d'être devenu parent, tu vois. Ouais. Parce que ça aussi, c'est clairement un avantage d'être capable d'être en paix avec son enfant intérieur et d'être capable de l'écouter et d'analyser et de répondre aux réactions qui vont être suscitées par l'enfant à l'extérieur de nous. C'est vraiment... je dirais pas que c'est plus facile, mais en tout cas, c'est vraiment plus agréable, je pense. Okay. D'ailleurs, si tu me permets, puisque tu parlais de ton livre avant, j'avais noté un passage où tu as écrit « Sachant que la plupart des mecs qui vont devenir pères sont des désastres émotionnels, si tu en as la possibilité, profites-en à fond. Tu y gagneras pour toi, pour la mère et surtout pour l'enfant. » Du coup, ça fait écho à ce que tu dis. C'est ça, d'avoir la possibilité de faire un travail de santé mentale, oui. Bah, c'est le sujet, je pense qu'il faut oser le dire. Il faut oser dire que la plupart des mecs, tels qu'on est construit dans la société patriarcale, avec les stéréotypes de genre qui sont en jeu, avec les principes de masculinité et de virilité, tu vois, on voit encore sur les réseaux passer des hashtags «je suis viril». Mais je pense que justement, tu vois, c'est un truc qu'on n'a rien compris. C'est que le sujet
le sujet, c'est pas de dire comment est-ce que les pères peuvent investir le sujet de la parentalité avec leurs principes de virilité, de masculinité. Non, au contraire. Le sujet, c'est comment est-ce que on peut s'ouvrir, comment est-ce qu'on peut débloquer les verrous de nos émotions pour se laisser envahir, pénétrer par des choses qu'on s'interdisait avant, comme l'empathie, comme plein d'émotions beaucoup plus nuancées que ce qu'on connaît, parce que les garçons, c'est la joie et la colère. Hein. Mm. Voilà. Il y a plein d'autres choses. S'accorder le droit d'être triste, s'accorder le droit de pleurer, s'accorder le droit aussi que quelqu'un vienne en nous s'accorder cette vulnérabilité. Ouais, je crois que c'est important. D'ailleurs, tu as fait un épisode, on peut le dire. Du coup, moi, je l'ai trouvé super, cet épisode avec Armella, parce que j'aime beaucoup aussi Oui, ses ouvrages. Du coup, sur moi le aussi. sujet, donc il peut être chouette et de découvrir les ouvrages si on les connaît pas et d'écouter l'épisode sur Papatriarcat, du coup. Mm. Donc, ouais, merci, merci. Je crois que c'est important de parler de tout ça et de se laisser. Moi, je me rappelle qu'au tout début de ma formation en hypnose, on m'avait dit qu'effectivement, je verrais beaucoup de petits garçons en séance et pas beaucoup d'hommes. Et c'est un peu ça. Mais encore une fois, pourquoi je vois des petits garçons en séance? Parce qu'il y a des mamans qui s'inquiètent, qui commencent à se questionner quand même sur les émotions de leurs enfants. Donc ils les accompagnent. Après, quand les hommes arrivent, en général, c'est qu'ils vont déjà pas très bien. Ou alors c'est juste pour le tabac. Le juste, souvent, c'est comme ça que ça rentre. C'est-à-dire, ils arrivent parce que ça va, ils veulent arrêter le tabac. Puis après, il y a des émotions qui sortent. C'est hyper intéressant je trouve ce que tu soulignes, parce que, tu vois, on veut que les petits garçons aillent mieux, mais, et c'est là où je vais mettre un gros mais, c'est que dans un groupe hétérosexuel classique qui représente quand même la plus grande norme sociale de notre temps, le petit garçon, on peut l'amener chez hypnothérapeute autant qu'on veut. Si son modèle si le modèle dans lequel il se reconnaît, sa figure d'attachement dans lequel il se reconnaît, c'est-à-dire potentiellement son père, n'exprime pas ses émotions, ne fait preuve que de colère, de dureté ou de joie intense, mais c'est ce qu'il va développer. Mais oui, Et on pourra lutter autant qu'on veut. c'est tout à fait ça. Il n'y a pas qu'une facette. Et justement, en plus, ce qui est dingue, c'est qu'on met très tôt la responsabilité des émotions de l'enfant sur leurs seules épaules, Mm. alors Et, que c'est plus complexe. et là encore, avec la responsabilité des mères qui se sentent cette Mm. responsabilité-là et qui se disent il faut que j'emmène mon petit Complètement, garçon voir un thérapeute parce que complètement, du coup, émotionnellement, ça va pas du tout pour lui. Donc, complètement. ouais. Justement, ben, et justement, you, père, Mm. hein? Alors, je sais pas si c'est pour rassurer ou pas, mais j'en vois quand même de plus en plus. J'avais encore ce week-end, du coup, un petit garçon amené par son papa. C'est une belle nouvelle, ça. Sans ironie aucune, que je me dis que ça donne confiance en l'avenir d'imaginer que, par exemple, un certain nombre de pères vont pouvoir lire ton livre. Et waouh, toutes ces graines plantées, c'est quand même super chouette. Et d'ailleurs, en fait, on a commencé à parler de ton livre. On n'a même pas donné son titre, dit à Oui. qui il était destiné. Est-ce que tu veux nous en parler un tout petit peu? Mais c'est bien, tu sais, de pas suivre des ordres préétablis. Moi, j'aime bien. Le chaos, c'est quelque chose de très sain quand on sait l'appréhender. Eh bien, écoute, c'est le livre qui s'appelle Tu vas être papa, qui est donc édité chez First et qui est illustré par Blachette. Et il s'adresse, alors, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'à la base, il s'adresse au père et au futur père, d'accord? Et ce qui est très, très intéressant, c'est que quand on l'a travaillé, quand on le sort, quand je communique dessus, je n'ai aucune illusion sur le fait qu'il va passer dans les mains des mères. Euh, Tout simplement parce qu'il ne faut pas se mentir, comme tu l'as d'ailleurs justement souligné avant, ce sont malheureusement encore les mères qui sont les pourvoyeuses de ces sujets et de l'évolution de ces sujets dans les foyers. L'idée de ce livre, c'est que ce soit peut-être le seul livre qu'elles aient amené au père, pour qu'ensuite soit il évolue, soit qu'il se prenne en main. Voilà, ça Ouais, c'est le gros challenge du livre, je ne m'en cache pas. ok. Et puis il y a d'autres personnes, parce que j'ai des amis qui l'ont lu en bêta lecture, au format numérique, et il y a d'autres personnes qui m'ont fait des retours auxquels je m'attendais pas du tout, tu vois. Par exemple, j'ai des amis, et plusieurs, qui ont des enfants depuis bientôt plus de 10 ans, et, euh, et ceux qui ont lu le livre, et en fait, ça leur a permis d'échanger sur des blessures qui traînaient depuis la petite enfance de leurs enfants, quoi. Ah, ok, super. Et ça, je m'y attendais pas, mais pas du tout. En t'écoutant parler de ton livre, il y a une question qui me vient.
Tu parles assez librement et facilement du type d'éducation que tu as reçu, de cette éducation assez commune des années 80, avec des violences éducatives ordinaires. Et moi, je me demande comment on en arrive à être un père engagé, un père investi, quand on a vécu ce type d'éducation. Bah, alors là, ça va être très long, hein, ma chère amie. Comment j'en arrive à ça? Déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que je pense, et ça, je pense que c'est le cas de beaucoup d'enfants qui ont connu ce type d'éducation et de beaucoup d'enfants aujourd'hui. On a tous ressenti l'injustice de la punition, l'injustice du fait que c'était juste une différence de point de vue, l'injustice du fait que quand on est enfant, en fait, notre point de vue, on s'en fout, et que nous, ce qu'on a fait, on l'a fait dans une optique, et même si on va communément appeler ça une bêtise, hein, on l'a fait dans une optique, et que le simple fait que cette optique soit inconsidérée, c'est une grande injustice. On- Je pense qu'en termes d'estime de soi, en termes de valeur, ça fait vraiment des ravages. Euh, j'ai vraiment connu cette éducation qui était très dichotomique, c'est-à-dire où d'un côté on me disait, moi on voulait développer mon esprit critique, hein. C'était quelque chose qui était encouragé, hein, par mes parents, par mon père. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui était encouragé, et en même temps on me demandait d'obéir sans réfléchir. Mm. Et ça, en fait, chez moi, ça, mais depuis toujours, ça a toujours provoqué un court-circuit, quoi. Vraiment. Et je me rappelle avoir été insolent quand on me l'a dit, parce que des fois, je pointais du doigt ces incohérences, tu vois. Je me rappelle de moments où quelqu'un, enfin, on peut le dire, hein, mon père ou autre pouvait se plaindre d'une situation, d'une personne. Ah putain, on va aller manger chez machin, putain, je l'aime pas, il me fait chier, nana. Et puis un mec qui dit, mais pourquoi on y va? Mais pourquoi t'as pas mais papa, pourquoi t'as pas le courage de lui dire que tu l'aimes pas? Pourquoi on y va? Et où tu peux te prendre une gifle pour ça, ou tu peux te faire insulter pour ça. Mm. Alors que pourtant, tu sais que ce que tu viens de dire, c'est cohérent, tu vois. Ouais, carrément. Tu vois, enfin, c'est extrêmement cohérent de dire, mais pourquoi? Ou sinon, explique-moi. Explique-moi, dis-moi, ben, parce que c'est professionnel et que des fois, moi dans mon travail, ben, des fois, je vois des gens que j'aime pas trop et pour évoluer, je suis tenu de leur cirer les pompes. Ok, dis-moi que tu baisses ton froc, pas de souci. Mais tu vois, il y a des choses qui s'entremêlent. Pourquoi j'utilise l'expression dis-moi que tu baisses ton froc? Parce que c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a des choses qui s'entremêlent dans ces générations aussi. Ouais. C'est qu'on doit être un homme fort, mais on doit aussi être un homme soumis Mm. à une certaine hiérarchie. Et en fait, c'est tout ça. Et tu retrouves cette même dichotomie dans l'éducation derrière. Tu dois devenir un homme fort, Cédric, mais tu dois te soumettre à ma volonté. Mm. Tu vois? Ouais. Et ça, quand tu l'extrapoles du milieu de l'éducation, c'est quelque chose que tu retrouves beaucoup dans le milieu professionnel, dans la société, aussi parce que la société et le milieu professionnel et la hiérarchie dans les milieux professionnels se sont construites de manière très masculine et très masculinisée, et voire masculiniste. Et moi, personnellement, je me rappelle dans mon parcours professionnel avoir dit à des gens, vous savez, pour savoir commander, il faut savoir obéir. Mm. Ce qui en soi est vrai dans le contexte dans lequel on vit, Mais mais dommage. qui est très dommage. Mm. Qui est très dommage. Et donc, il y a ça, si tu veux, il y a ça. Et bon, après, si tu veux, moi, à l'école, circuit, enfin, j'avais des facilités. Je me faisais chier à l'école, en plus. Enfin, voilà. Moi, j'allais à l'école voir des gens, quoi, Déjà, tu le vois. lien humain, il était déjà Ah hyper ouais, non, mais important pour toi. c'était sûr. Mais dans plein de trucs, tu vois, quand j'y repense, si tu veux, j'ai fait du judo très petit. Et moi, en fait, j'allais pas au judo pour combattre, même si j'ai appris à le faire. J'allais au judo pour voir des gens. Mm. Et si tu veux, ce qu'il y a de dingue, j'ai jamais gagné une seule compétition de judo. Tu sais pourquoi? Parce que Non. quand j'étais sur le tatami et que je découvrais une nouvelle personne en face de moi, qu'on s'attrapait par le kimono pour combattre, en fait, moi, je discutais avec. Mais vraiment. Et ça, mes parents, ça les hallucinait, quoi. Ils disaient, mais t'es pas là pour ça, mais machin. Ben ouais, d'accord, mais en fait, je sais pas, moi, j'avais une nouvelle personne en face de moi. Je dis, bah, ça va, comment tu t'appelles? Tu vois, moi, je voulais savoir qui c'était en face de moi, tu vois. Ok. Donc du coup, j'entends quelque chose effectivement quand tu racontes un peu ton histoire. À la fois cet esprit critique qui a été encouragé, malgré les violences éducatives. Et puis ce besoin de connaître l'humain, tu vois, moi je fais le lien et je me dis, ben forcément, le jour où t'es devenu père, t'as eu besoin de connaître ta fille, de l'écouter vraiment. Ouais, Euh,
Et donc, cet esprit critique, il t'a permis à un moment de remettre en cause certaines choses, de faire comme ça, volte-face en te disant je vais la comprendre. Il y a ça, puis il y a tout un parcours derrière, tu vois. C'est que moi, si tu veux, dans mon parcours de vie, donc j'ai fait des études, j'ai un bac littéraire. Pour moi, de toute façon, si tu veux, enfin, pendant pas mal d'années de ma vie, j'ai été soumis, malgré moi, de manière plutôt inconsciente, à la reconnaissance de mon père, tu vois. C'est quelque chose que j'ai recherché pendant très longtemps. Et de toute façon, en fait, si tu veux, très clairement, dans ma vie, dans mon parcours scolaire, c'était simple, c'était soit je faisais L pour faire avocat, soit je faisais S pour être médecin. En gros, quoi. Ok, ouais. Sachant que je me rappelle très bien avoir découvert les cours d'économie, les cours de S, je crois que c'est en première, on avait un peu de S, et je trouvais ça génial. Et quand je dis que je trouvais ça génial et que je voulais changer, mon père qui était, enfin qui se revendique très à gauche, je me rappelle parce que ça lui a vraiment fait péter un câble en mode mais non, mais tu vas pas devenir un de ces droitards qui pense qu'au fric, qui machin, qui truc. Mm. Euh, et alors qu'on peut très bien parler d'économie et, et avoir des idées sociales très avancées, je te rassure. Mais voilà, si tu veux, il y avait vraiment cette pression-là. Et donc, pour le coup, j'ai fait un bac L, j'ai fait une première année de droit que j'ai validée, mais que j'ai arrêté. Ensuite, je suis allé en LEA, j'ai un doc de LEA anglais, espagnol, italien. Ok. Euh, et puis, en fait, en parallèle, j'ai commencé à bosser chez McDo. Et en même temps, j'étais aussi arbitre de haut niveau de handball. Tu vois. Et tous ces points réunis euh, font que, à un moment, si tu veux, je me suis vachement émancipé de la vision et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et chez McDo, j'ai découvert plein de choses. On peut critiquer McDo autant qu'on veut, mais j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe humainement dans ces entreprises aussi, en tout cas dans celles que j'ai connues. Euh, mais en tout cas, j'ai découvert que je pouvais m'émanciper, que ce que je disais, ce que je faisais, ça avait de la valeur, moi, tu Ok. vois. Et pour le coup, j'ai dit, OK, je veux ça. Je veux travailler. Et en plus, tu veux, je rencontrais des clients, que ce soit les gens à qui je travaillais ou les clients qui je rencontrais. Je parlais, tu vois. J'étais avec plein de gens, je parlais. Et au final, entre ça et mes revenus d'arbitre de hand, j'avais un revenu qui était très intéressant pour quelqu'un qui a 19-20 ans. Et donc, j'ai décidé que j'allais arrêter mes études. Et je me rappelle de ce moment-là parce que à ce moment-là, j'habitais encore chez mes parents. Et mon père m'a dit, si c'est ça, tu quittes la maison, tu rends les clés de la voiture et tu te casses, quoi, et je veux plus te voir. Et je lui ai dit, ok, pas de problème. Et en fait, je crois que c'est là où il s'est dit, oh, il se passe quelque chose. Donc il est revenu sur ce qu'il m'a dit. Mais en tout cas, là, il s'est dit, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Mais si tu veux, après, tu sais, tu peux, je voudrais pas, enfin, moi, je suis très en paix avec tout ça. Il faudrait pas que les gens croient que tout ça, ce sont que des instruments de domination. Derrière, il y a aussi la volonté d'un parent que son fils accède au meilleur. Et pour lui, dans sa construction, accéder au meilleur, c'était avoir une situation incroyable, médecin, avocat, machin, tu vois, des choses Ouais. auxquelles peut-être lui aspirait, mais pas moi, en fait. Je vais faire le lien avec en consultation, souvent quand j'amène en nutrition des adultes à prendre conscience qu'ils ont perdu cette conscience interoceptive, cette conscience du corps, et que je les amène à prendre conscience de ça, je leur dis que souvent en fait c'est parce qu'à un moment un adulte a commencé à dire en gros je sais mieux que toi ce dont tu as besoin de manger. Et je dis toujours que ça part d'une bonne intention, en fait. L'adulte, qu'il aille forcer ou qu'il aille restreint la consommation, dans un cas comme dans l'autre, il y avait une très bonne intention derrière. Et l'idée, c'est pas de... C'est ça, c'est pas de dire, voilà, ils ont fait n'importe quoi. En fait, on pourra toujours reprocher à quelqu'un de ne pas avoir fait comme il faut, mais l'intention, c'est la base. Après, on peut toujours réparer, en fait. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu vois, en PNL, un des présupposés, le second présupposé de la PNL, c'est justement que tout comportement est issu d'une intention positive. Pour la personne intrinsèquement, tu vois. Mm. Et donc c'est ça qui est super intéressant. Et, euh, et donc voilà, donc bon, il se passe ça. Finalement, bah écoute, j'évolue, je continue ma vie, j'évolue chez McDo, je deviens manager, tata, j'ai des formations qui sont super intéressantes. On peut, tu sais, il y a beaucoup de gens, encore une fois, on peut cracher sur McDo, mais la formation interne en termes de management est très intéressante. Et je tiens à souligner que la formation que fournit McDo France à ses managers est quelque chose de très très humain. Ok. Peut-être que sur le terrain, après, ça se retrouve pas pour différentes raisons. Mais en tout cas, la formation fournie par l'entreprise au niveau du siège est quelque chose qui est extrêmement tourné vers l'humain.
Et puis, bref, je pars de chez McDo pour aller mener un projet qui finalement n'aura pas vu le jour. Je me retrouve au chômage. Et là, pareil, je me retrouve au chômage et je commence à faire de l'associatif, machin, à voir des gens. Enfin voilà, fallait que je voie des gens, fallait que je parle à des gens. C'était super important pour moi. Euh, et au final, ensuite, je suis embauché à la Fnac. Et à la Fnac, j'ai la chance de pouvoir déjà découvrir plein de choses. J'ai été sous la... embauché par une personne géniale qui s'appelle Muriel Vigesi, qui est une femme incroyable, que ce soit en termes de charge de travail ou d'approche humaine. En fait, si tu veux, j'avais déjà travaillé avec des femmes en entreprise, et c'est la première fois que je voyais une femme qui non seulement était capable de comprendre et de répliquer les codes masculins de l'entreprise quand c'était nécessaire, mais surtout qui avait une approche, pour le coup, qui était, alors, que je pourrais qualifier de féminine, même si ça me dérange un peu, mais en tout cas qui était autre que les codes masculins classiques. Et c'est elle qui vraiment je me rappelle vraiment que ça m'a marqué le moment où elle a commencé à me parler des émotions des salariés, tu vois, et de comment est-ce qu'on prend en compte les émotions de nos employés, de nos collaborateurs et collaboratrices dans nos stratégies de managériales et de développement, quoi. Ah ouais, super. Et ah ouais, tu vois, quand tu sors de chez... Alors, là, par contre, pour le coup, je t'avoue, quand tu sors de chez McDo, t'es là, tu fais OK. Euh, et en parallèle de ça, je devenais formateur d'arbitre. Tout ça, je mets en parallèle parce que d'un côté, si tu veux, j'avais cette évolution professionnelle dans un milieu qui est devenu enfin, avec un management très bienveillant et très différent de ce que j'avais connu. Et d'un autre côté, je devenais formateur d'arbitre. Et donc, j'étais formateur d'arbitre depuis quelques années, pardon, déjà. Mais si tu veux, moi, à 25, 26 ans, je me suis retrouvé à devoir expliquer à des mecs qui étaient arbitres et qui, depuis 20 ans, et qui avaient allez, parfois entre 45 ou 55 ans, leur dire, ben là, tu vois, Mm. comment est-ce que tu fais pour déconstruire, pour amener quelqu'un à repenser une pratique qu'il a depuis 20 ans, mais qu'il a mal, qui fait pas en accord avec le jeu. Et, euh, et donc, si tu veux, je me retrouve dans ces environnements-là qui sont extrêmement riches, extrêmement apprenants, extrêmement enrichissants. Et c'est d'ailleurs grâce à la Fnac, hein, il faut bien le dire, que j'ai pu avoir mon master sur le management et la gestion d'entreprise avec une spécialisation en coaching. Donc ça, on arrive en 2018 au moment où ma fille est née, en fait. Ok. Et c'est pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'en fait, tout ce parcours de vie fait que moi, j'ai abordé la parentalité sous ce spectre-là. C'est-à-dire que quand j'ai découvert la parentalité bienveillante, moi, ça faisait déjà des années que je travaillais sur le management dit bienveillant, que j'avais déjà levé les pièges des gens qui vont vous parler de management bienveillant, alors qu'en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est que vous leur apportez le plus de pognon possible et que votre qualité de vie, ils s'en foutent. Ça existe. Mm. Faut pas hésiter à le dire. Euh, et donc, en fait, si tu veux, forcément, moi, avec cette armée telle que je l'étais, quand j'ai découvert le sujet de parentalité qui, à bien des endroits, se rapproche du sujet du management de l'humain, en tout cas de son accompagnement, euh, j'ai pas vu, tu vois, on parle souvent des points de culpabilisation notamment en lisant par exemple Isabelle Filiosa ou quoi. J'ai jamais lu ça comme ça, quoi. Ouais. Ok. Parce que j'ai jamais vu ça comme des informations dogmatiques qui allaient changer ma vie. T'as toujours gardé ton Parce esprit critique. Mais oui, mais aussi parce que tu vois, c'est quelque chose que j'ai Mm. exercé pendant des années. Mm. Et que dans le milieu du management, j'ai déjà lu des trucs comme ça. Tu sais, dans le milieu du management, tu vois partout les trucs que tu retrouves en parentalité. Finalement, quand tu regardes, et alors là, on va donner peut-être quelques petites clés aux parents pour éviter de se faire avoir par certaines pratiques commerciales en parentalité. Si tu veux, en management, le coup les 3 clés pour être le meilleur manager bienveillant. Grâce à ma méthode machin, vos salariés seront super productifs. Mm. Non, mais toutes ces conneries-là, en fait, ça existe depuis des années et des années dans le marketing, dans l'entreprise, si tu veux. Ouais. C'est Ouais, juste que clairement. la parentalité, à un moment, a été vue comme un marché et qu'elle a été investie. Tu as des gens qui font de la parentalité et qui n'ont que des diplômes de marketing et de business, quoi, tu vois. Mais qui ont Mm. juste compris qu'il y avait un marché et de savoir et de comment est-ce qu'on doit parler aux parents, tu vois. Et c'est normal parce qu'ils ont aussi compris que cette situation d'accompagnement de l'humain dans le management se rapproche de celle de l'accompagnement de l'humain dans la parentalité. Mm. Et donc que les mêmes méthodes commerciales pouvaient être appliquées. Sauf que, comme dans le management, ben, derrière, il y a des choses peu scrupuleuses ou de l'arnaque ou pas. C'est ça. Il faut savoir faire le tri, bien sûr. Maintenant que tu nous as parlé
du chemin parcouru avant la naissance de ta fille. J'aimerais bien te poser quelques questions que j'ai l'habitude de poser en fin d'épisode pour comprendre Mhm. un petit peu ce qui s'est passé pour toi après. Et j'aimerais te demander, dans un premier temps, de nous raconter la première chose qui te vient quand je te demande quel est le souvenir qui te fait te sentir particulièrement coupable depuis que tu es devenu père. Hmm, particulièrement coupable. Alors, j'ai pas de souvenir Ok, qui soit aussi binaire que coupable ou pas coupable. tu peux mettre de la Mais, nuance. j'ai vraiment toujours ce souvenir qui m'a vraiment marqué quand j'ai repris le travail. En fait, moi, j'étais avec ma femme et ma fille pendant 1 mois. Ensuite, j'ai retravaillé pendant 2 semaines. Ensuite, je suis passé en congé parental pendant 2 mois. Ok, Et quand j'ai repris le travail, en fait, donc je suis parti travailler à Poitiers et je me suis absenté pendant 3 jours. Donc 2 nuits hors du domicile. Et je me rappelle parce que quand je suis, si tu veux, j'avais déjà lu tout sur la confiance inconditionnelle, sur l'amour inconditionnel. J'avais ressenti cet amour inconditionnel dès la naissance de ma fille. Mais euh, c'est toujours un peu émouvant pour moi de raconter ce moment-là. Mais si tu veux, en fait, ça n'a pas empêché que quand je suis parti, sur le chemin du retour, j'arrêtais pas de me dire, ma fille va me détester. Ma fille avait ok, ouais. même pas 2 mois, tu vois. Mm. Elle va me détester. Elle va penser que je l'abandonne. Elle va penser, enfin voilà, je suis déjà en train de pourrir notre lien. Je suis qu'une merde. Ok, ça. Voilà. Ouais. Euh, C'était très intense. Et pourtant, je savais. Et tout en me disant ça, si tu veux, j'avais une autre voix dans ma tête qui me disait, mais arrête, mais pas du tout. Mais en fait, voilà, tu vois, la force des constructions. Hein. Ouais. Et, euh, et en fait, je me rappelle très bien que j'arrive, je rentre, il est 20h30. J'arrive et je récupère ma fille, qui est dans les bras de sa mère dans notre chambre. Et c'est tout con parce que j'arrive, en fait, elle me sourit. Et je l'amène dans sa chambre, elle sourit. Et tu vois, je vois le même amour, en fait. Je vois le même amour qui est là, qui est. Enfin, Intact. je sais pas, il a quelque chose d'indestructible, d'inéluctable, rien ne peut l'ébranler, quoi. Et en fait, face à la force de cet amour, en contrepoids de la culpabilité que je ressentais, et en même temps, je culpabilise à ce moment-là de me dire, mais comment j'ai pu penser une seule seconde Quel est les tout ce plus... que j'ai pensé, Ouais. tu vois, Mm. je me suis effondré en larmes, Ok. avec ma fille dans les bras par terre. Voilà. Et c'était pas des larmes ni de joie, ni de peine, c'était des larmes juste qui avaient besoin de sortir Mm. face à l'intensité du moment, quoi. C'est beau. Merci pour ce partage. Et à l'inverse, du coup, justement, qu'est-ce qui te fait te sentir... quel est le souvenir qui te fait te sentir particulièrement fier? Alors là, je vais te dire, j'en ai tellement. Non, mais vraiment, j'en ai tellement, tu vois. J'en ai tellement, je suis... c'est peut-être terrible ce que je vais dire, mais j'ai plus de moments où je suis fier de moi que de moments où je suis fier de ma fille. Je sais pas si c'est terrible. Je suis Parce pas que, non, sûre. mais parce que souvent, on veut être fier de ses enfants et tout, mais en fait, si tu veux, pour moi, tout ce qui sort de Sarah, bon, bien entendu, comme tout le monde, il y a des trucs où c'est pas le moment pour moi et où c'est compliqué. Mm. Mais si tu veux, globalement, quoi, vraiment, globalement, enfin, moi, je suis observateur de ce qu'elle va mettre en évidence ou de ce qu'elle va sortir. Et je suis plutôt dans des instants où je suis fier de moi, d'accepter, de bien laisser de côté mes constructions et d'accepter justement de la laisser être comme elle est. Pas toujours évident hein, Mm. de pas reproduire les schémas qu'on a connus. Et même quand on est thérapeute, même quand on a fait une thérapie, bien entendu, il y a des moments, enfin, bien entendu, la plupart du temps, on sait faire et on sait appréhender les situations, mais des fois, ça vient toucher, tu vois, à des moments qu'on connaissait pas, auxquels on s'attendait pas. Des choses qui Et ressortent qu'on avait oubliées. c'est ça, exactement. Et, euh, et j'ai jamais eu de moment, si tu veux, où je me suis dit,
putain, je suis vraiment le cul de merde, ou tu vois, je suis un mauvais parent, ou un truc comme ça. Et en fait, je suis fier de moi, de pas de jamais me flageller comme ça, quoi. Ok, super. Bah, je crois que du coup, d'une certaine manière, tu réponds à la question que j'allais te poser après. Et puis tu en parlais tout à l'heure, mais tu parlais d'estime de toi tout à l'heure plus tôt, avant d'être père. Moi, souvent, je demande donc, qu'est-ce que cette paternité, pour le coup, de quelle manière est-ce qu'elle est venue impacter, en fait, l'estime que tu te portes, la valeur que tu t'accordes? Ce qui m'a le plus fait travailler, c'est d'avoir compris, vraiment dans les... Tu vois, je le connaissais en théorie, mais d'avoir compris dans les faits, dans ma chair et dans mes émotions, que qu'en fait, la valeur que je m'accorde, j'ai même pas à me poser la question. Ok. Personne n'a à se poser cette question. Est-ce que tu veux On est tous développer? là. Le simple fait qu'on soit là, qu'on existe, qu'on pense, qu'on puisse se développer, ça a de la valeur. C'est parce qu'on nous a appris que cette valeur par rapport à d'autres, notamment à l'école, n'était pas suffisante ou n'était pas assez importante. Le sujet, c'est pas de savoir si on a un talent. Hmm. On a un talent. Par contre, pendant toute notre vie, on nous a appris que peut-être que notre talent par rapport à d'autres, on a hiérarchisé les talents. Et ça a été problématique. Et en fait, que ce que je fais, ce que je suis, ça a de la valeur. Et cette valeur Et intrinsèque, quoi. exactement. Et ça, c'est vraiment un truc aussi que m'a appris ma fille, quoi. Tu vois, c'est marrant parce que euh, souvent, je parle avec les gens, tu vois, on parle des fois qu'on parle des difficultés parentales, on parle de ce que les enfants provoquent de négatif. Hmm. Euh, et souvent, moi, dans les discussions que je peux avoir avec des parents, juste, je pointe aussi du doigt tous ces moments positifs, quoi. Ces moments où leur enfant leur montre, alors peut-être pas avec les mots, mais par l'attitude et par les comportements, à quel point ils ont de la valeur. Mais ça, on sait même plus le voir, tellement on a été cassé, tellement on a été fracassé dans notre enfance intérieure. Ouais, ouais. Bah, merci pour ces partages, parce que je trouve qu'ils sont très justes et importants. Tu le disais très justement, tu as pas choisi d'écrire un livre pour donner des conseils. Et ma dernière question, elle n'est pas de donner un conseil, mais elle est de savoir qu'est-ce que tu voudrais dire s'il y avait une chose que tu voudrais dire à des futurs, des nouveaux parents ou des parents qui se sentent un peu perdus. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Achetez mon livre. Ça fait- Non, 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 mais blague à part, même si je pense que même si je pense et j'espère, et c'est son but que mon livre fasse beaucoup de bien, je pense que la seule chose que je pourrais dire à des parents qui sont empreints de bienveillance envers leur enfant et tout ça, accordez-vous au moins la même bienveillance envers vous-même que celle que vous êtes prête à accorder à votre enfant. Ah, super, j'adore. C'est exactement Voilà. l'objectif de ce podcast. C'est exactement cette idée voilà, de graines d'amour de soi d'abord. Et Mais on l'oublie souvent, tu vois. hmm, Et d'ailleurs, c'est pointé du doigt. Là, c'est un autre sujet, hein, je quitte le podcast peut-être. C'est pointé du doigt souvent sur les réseaux sociaux. hmm, Tu vois, des gens qui prônent la bienveillance et qui, sur les réseaux sociaux, parlent aux gens comme à des sous-merdes, quoi, en fait. Tu retrouves les mécanismes d'oppression et et de domination à l'œuvre. Et, et ça, c'est des choses qui me questionnent, tu vois. ouais, effectivement. Effectivement. Bah, en tout cas, merci. Merci Cédric. Merci à toi, merci pour l'invitation. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et puis ben, je sais, j'ai compris maintenant, même si je pense que je l'avais déjà un peu compris, à quel point c'était important pour toi d'échanger. Bah, donc merci d'avoir pris le temps d'échanger avec moi et de partager tous ces moments, toutes ces réflexions et tous ces moments de vie qui ont été les tiens avec tous ceux qui auront le plaisir de t'écouter. Donc merci. Et si on veut te retrouver, du coup, on peut peut-être redire juste où est-ce qu'on te retrouve, Ouais. où est-ce qu'on échange avec toi. Alors moi, on me retrouve alors par rapport au podcast, ça va être sur toutes les plateformes d'écoute déjà. Sur Instagram @papatriarcat, sur Facebook aussi, et en tant que professionnel thérapeute sur mon site www.cédricrostin.com. Ok, super. Et donc, dans quelques jours, ou plutôt, ce sera déjà fait, on peut aussi te retrouver dans toutes les librairies et toutes. Et on peut me retrouver dans toutes les librairies dans le livre Tu vas être papa, donc édité par les éditions First et illustré par la très talentueuse Blachette. Bah, merci encore. Et à très vite.
si cet échange vous a inspiré, si vous avez aimé nous écouter et si le cœur vous en dit. Alors vous pouvez mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez et partager cet épisode sur les réseaux sociaux pour ainsi faire partie de ce village qui sème des graines d'amour de soi. Merci pour tout et à très bientôt sur Estimez-vous.